Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Paroles libres de l'AFPOL. C'est la dernière cette année 2023, mais dès janvier 2024, nous serons de retour avec d'autres thèmes pour explorer l'actualité de l'habitat et ses enjeux pour demain, en comptant bien sûr sur votre fidélité à tous internautes qui nous suivez. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui la directrice générale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Bonjour madame. Bonjour. Et bienvenue ici. Et avec vous, nous allons donc revenir sur les derniers développements au sein de l'agence, sur ses projets aussi bien sûr pour les prochains mois. Et si vous le voulez bien, nous ferons aussi un bilan des 2 années que vous avez déjà passées à la direction de l'ANRU, puisque vous avez été nommé en décembre 2021, donc il y a exactement 2 ans. Et j'aimerais justement qu'on démarre sur votre parcours, car il n'est pas neutre dans le sujet qui nous occupe. Vous êtes engagé en réalité depuis près de 20 ans sur ces questions du service public au développement des territoires. Vous avez travaillé également sur l'amélioration des conditions de vie des habitants. Et je voudrais juste citer quand même quelques titres que vous avez occupés auparavant. Préfète déléguée pour l'égalité des chances, c'était auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, puis conseillère aux collectivités locales au cabinet du Premier ministre. Nous étions en 2017, si je ne me trompe, 2016, et juste après, au cabinet même du président de la République, où vous étiez également conseillère à la cohésion des territoires et du logement. Et c'est évidemment lui qui a souhaité vous nommer à ce poste. Donc déjà, une assez longue expérience. Vous êtes arrivé avec quel sentiment sur l'ANRU, que vous connaissiez bien, donc, avant d'en prendre la direction ? Merci beaucoup et merci vraiment pour cette invitation. Alors, dans cette longue expérience, je rajouterai ma première expérience en tant qu'administratrice territoriale et dirigeante de collectivité territoriale. Et c'est vrai que je suis arrivée à l'ANRU avec cette triple expérience, à la fois sur le terrain, en direction de collectivités territoriales, notamment à Cergy-Pontoise, une collectivité de l'Ouest parisien, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette agglomération, qui est en plein développement et donc avec beaucoup d'enjeux de construction de logements et d'aménagement de la ville. Après, j'ai eu effectivement la chance d'avoir ces expériences et ces missions en cabinet, à la fois auprès du Premier ministre en 2016, puis auprès du Président de la République en 2017. Cette expérience de préfète déléguée égalité des chances en Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit, et cette triple expérience m'a renforcée dans la conviction, qui est une des marques de fabrique de l'ANRU, vous le savez, de l'importance du partenariat pour faire aboutir des projets. Et ayant travaillé à la fois à l'État central, je dirais, en tant que représentant de l'État territorial et dans les collectivités territoriales, j'ai à chaque fois pu mesurer combien ce partenariat était essentiel pour faire aboutir des projets. Et pour des projets comme le renouvellement urbain, c'est déterminant. Et c'est bien la marque de fabrique, vous le savez, de cette agence qui a aujourd'hui 20 ans. Qui va fêter ses 20 ans. Oui, qui a été créée par la loi du 1er août 2003, donc 20 Absolument. Ans de la loi du 1er août, qui va fêter ses 20 ans bientôt. Peut-être nous y reviendrons dans le courant de notre échange en février 2024. Et la marque de fabrique de l'ANRU, c'est bien cette question du partenariat, à la fois partenariat au niveau des financements avec nos principaux partenaires, Action Logement, les bailleurs sociaux qui participent au financement de l'ANRU, l'État bien sûr, mais aussi partenariat local pour faire avancer des projets entre les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux essentiels, les aménageurs et en lien bien sûr avec l'État territorial. Et cette force du partenariat, je la mesure au quotidien à l'ANRU. Et vous la portiez donc déjà en arrivant tout à fait, avec le constat que vous avez fait. On le rappelle, loi effectivement du 1er août, je crois, 2003, et je crois que chacun le sait, Jean-Louis Borloo était alors ministre délégué à la ville. Il avait fait voter cette loi de programmation pour la ville et la rénovation. L'objectif étant bien de réhabiliter des centaines de quartiers, on était très ambitieux, on va revenir sur ce qui a déjà été fait, dans lesquels se concentraient, je reprends les termes du ministre à l'époque, toutes les difficultés sociales, économiques, urbaines bien sûr, et à l'époque aussi, vous me corrigez, je crois qu'il était question de 12 milliards d'euros de subventions. 2014, on ajoute quand même une autre date importante puisqu'on est revenu sur un nouveau programme national de renouvellement urbain. Là aussi, 450 quartiers étaient concernés. Et puis, nous arrivons donc 20 ans après. Alors, avant de parler de ce que vous comptez faire plus tard, les missions de l'ANRU donc, sont toujours déjà d'accompagner les collectivités et les bailleurs sociaux, on n'a pas encore dit,
pour transformer ces quartiers en profondeur, pour les désenclaver, pour réussir la mixité sociale. Dans quel ordre mettriez-vous ces missions ? Alors, peut-être un mot pour revenir d'abord sur la loi du 1er août 2003 avant de revenir sur l'ambition. C'est vrai que la formidable idée de Jean-Louis Borloo, ça a été d'arriver à obtenir ce consensus national sur l'importance d'investir dans les quartiers et l'importance d'agir sur le cadre de vie pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Et c'est bien cette intuition initiale, avec ce partenariat initial extrêmement fort entre les différents partenaires que vous avez cités, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, Action Logement en termes de financement, qui est, vous savez, la représentation des partenaires sociaux et de la mobilisation de l'ensemble des entreprises pour l'accès au logement. Et donc, cette force du partenariat, cette force du consensus, ça a été vraiment l'intuition de Jean-Louis Borloo et la nécessité d'investir dans les quartiers. Et investir dans les quartiers pour faire quoi ? Pour répondre précisément à votre question, en fait, nous essayons de poursuivre plusieurs objectifs qui sont assez constants depuis 2003, même s'ils ont pu évoluer dans leur modalité de mise en œuvre, nous y reviendrons peut-être. Le premier objectif, c'est d'améliorer la vie des habitants des quartiers. Et c'est vrai que c'est cet objectif initial qui est extrêmement fort et qui conduit parfois à devoir démolir des bâtiments obsolètes, réhabiliter beaucoup de bâtiments qui peuvent retrouver une seconde vie avec ces programmes, et puis intervenir également sur l'aménagement, les équipements publics, tout ce qui fait la qualité de vie dans un quartier. Et c'est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement investis. Et puis le deuxième pilier, vous le savez, c'est la mixité sociale. Et c'est un des éléments forts de ce programme. Je dis souvent, c'est peut-être un peu parce qu'on est fiers de ce que l'on fait à l'ANRU, mais que c'est après la loi SRU, c'est le deuxième très fort outil de mixité sociale, parce que l'ANRU, vous le savez, lorsque l'ANRU finance la démolition d'un logement social, impose la reconstitution de ce logement social en dehors des quartiers politiques de la ville pour participer à l'objectif de mixité sociale au niveau de l'agglomération. Qui va occuper les logements, c'est la question centrale. Et derrière aussi, finance la diversification dans les quartiers politiques de la ville pour faire en sorte que dans ces quartiers, on ait des typologies de logements pour répondre au parcours résidentiel des habitants qui vont du logement social à l'accession sociale à la propriété, au locatif libre, à l'accession libre à la propriété. Et ce panel de logements dans les quartiers, c'est un des objectifs que nous visons. Donc, voilà, améliorer la vie des habitants, la priorité, et participer à l'effort de mixité sociale et de mixité fonctionnelle à l'échelle de l'agglomération. Alors, vous ne serez pas surprise que je m'arrête sur ce dernier volet de la mixité sociale, hein, même si on peut revenir bien sûr sur le nombre de quartiers et de logements réhabilités. Est-ce que les toutes récentes émeutes de juin 2023 vous ont prise de court, vous ont surprise? Et ça n'était pas les premières, puisqu'on le sait, il y en avait déjà eu auparavant. Et même si on remonte à Clichy, qui était en 2005, vous étiez déjà en fonction et déjà sur ces terrains-là. C'est quand même, je ne dirais pas un désaveu, mais quand même, ça a dû être une déception pour les acteurs de la mixité sociale dans les banlieues parisiennes. Si l'on relève un peu les chiffres, 73% des villes en QPV, hein, donc en quartier prioritaire, ont connu des émeutes et tous avaient des écoles à problème, enfin, vous connaissez mieux que moi ces données. Donc, était-ce une surprise, certainement une préoccupation, mais une surprise? Alors, à chaque fois que des événements aussi dramatiques se passent dans notre pays, quand on travaille sur les questions d'intégration, sur les questions de lutte contre la ségrégation sociale et territoriale, bien évidemment, en tant que professionnel de ces sujets, on s'interroge. Enfin, je ne connais pas un professionnel qui travaille, que ce soit des bailleurs sociaux, que ce soit des sociologues, des maires, des acteurs sociaux dans les quartiers qui ne se sont pas interrogés sur ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Donc bien évidemment, nous nous sommes interrogés. Après, quand on regarde la géographie de ces émeutes, elles n'ont pas touché que des quartiers prioritaires, elles n'ont pas touché que des villes où il y avait des quartiers prioritaires, et elles ont été beaucoup plus disparates, on va dire, en termes de localisation que par exemple les émeutes de 2005 que vous pouvez... Oui, c'est tout à fait vrai, les toutes dernières. L'autre France, voilà. Ça a gagné les centres-villes. Et donc il y a eu quand même des sites qui ont été touchés qui n'étaient pas les mêmes qu'en 2005.
Et par ailleurs, quand on regarde les quartiers en renouvellement urbain, proprement dit, on a des quartiers où, bien évidemment, on a pu connaître des équipements qui ont été incendiés et des phénomènes d'émeutes et de violence extrêmement forts vis-à-vis notamment des institutions comme les mairies annexes ou les espaces qui représentent l'État ou les commissariats, les commerces aussi ont été particulièrement touchés. Après, on a pu noter qu'il y avait assez peu de bâtiments qui avaient été touchés, assez peu de logements sociaux qui ont été, de bâtiments de logements sociaux, je me précise ce que je dis, hein, de logements sociaux qui ont été touchés, contrairement par exemple aux émeutes de 2005. Et sur les équipements publics, principalement effectivement des équipements administratifs ou des équipements commerciaux qui du coup interrogent aussi sur la signification de ces émeutes. Encore une fois, en tant que professionnels de ces sujets, nous regardons, nous examinons, nous relirons aussi avec attention les études qui seront portées sur les émeutes et sur l'analyse qu'on peut en faire. Et notamment à Sciences Po, il y a une étude qui a été faite par un chercheur à Sciences Po qui est intéressante et qui notamment met en évidence le lien avec les situations de pauvreté et de fragilité. Justement, j'allais rebondir sur cette étude pour dire que au contraire, je pense que ce qu'il s'est passé me renforce dans la conviction de la nécessité d'agir collectivement pour apporter des réponses, pour lutter contre la ségrégation sociale et territoriale, pour agir pour essayer d'éviter ces concentrations de fragilité et de pauvreté qui à un moment donné, sont des freins à l'intégration, au vivre ensemble et à la compréhension respective des uns et des autres. Au contraire, je pense que pour les équipes de l'ANRU, après un moment de réflexion, de questionnement, et peut-être qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse différemment, on reparlera peut-être aussi de la façon dont on travaille avec les habitants, dont on écoute l'ensemble des parties prenantes, mais au contraire, ça nous a renforcé dans la conviction qu'il fallait agir vite, et agir vite pour améliorer la vie des habitants des quartiers. L'étude de la Fondation Georges Jaurès, qui est très récente aussi, suite aux émeutes, ils se sont adressés à des économistes, des sociologues, des psychanalystes même, pour essayer de comprendre les raisons de ces émeutes. Je voudrais citer juste un conseiller municipal, pour le coup, de Vierzon, Thibault L'Honneur, qui reconnaît qu'en effet, la propagation des émeutes a quitté les quartiers populaires, ne s'est pas faite que dans les quartiers populaires, mais beaucoup dans les principales métropoles, dans les grandes villes. On l'a tous constaté, moins habitués d'ailleurs à ces actions. Mais il pointe quand même plusieurs équipements publics de première importance qui font face à des problèmes de maintenance. Vous parlez des établissements publics, dont ça pourrait être un des effets. Et il souligne aussi que l'État n'a pas endigué réellement les transformations des logements, dont le privé s'est souvent emparé, la toute-puissance d'un marché privé, dit-il, qui a poussé les habitants de ces territoires à choisir la périphérie au détriment du centre. Enfin, on est bien là dans des questions de mixité sociale, auxquelles je voudrais ajouter juste 2 remarques. Des sociologues également dans la même étude, Smaïn Laché, Cédric Terzi, qui disent que effectivement, on fait appel à des commentaires d'experts en politique de la ville, mais le constat est bien là, la mixité reste à faire. Je pense que je crois fondamentalement à l'importance de la mixité sociale, non pas parce que je dirige... Est-ce qu'elle est souhaitable par les habitants l'ANRU, mais je pense que nous devons travailler sur cette mixité sociale. Alors elle peut être compliquée, on voit bien les difficultés qu'on peut avoir parfois à appliquer la loi SRU, mais je pense que c'est important pour essayer d'éviter le repli sur soi et l'incompréhension qu'on peut ressentir lorsque l'on ne croise pas des voisins de toute catégorie sociale ou de toute catégorie sociale. Et donc je pense que c'est vraiment important de travailler sur ces enjeux de mixité sociale. Alors bien sûr c'est compliqué et on en parle très régulièrement avec les bailleurs sociaux parce que lorsque l'ANRU impose la reconstruction de logements sociaux en dehors des quartiers politiques de la ville, c'est parfois plus compliqué parce qu'il faut aller trouver du foncier, convaincre des maires qui peuvent être parfois réticents pour faire du logement social. Il faut parfois passer... Et des voisins, j'y reviens, des habitants. Il faut parfois convaincre effectivement des habitants. Il faut du coup peut-être parfois passer par des formes différentes, des petites unités
par exemple dans le bâti ancien, qui est plus compliqué pour un bailleur social. On en parle souvent avec des bailleurs qui me disent oui, mais une petite unité, pour nous, ça nous coûte plus cher en termes de suivi, en termes d'entretien, en termes de réalisation qu'une grosse unité qu'on pourrait faire. Mais c'est peut-être plus facile à accepter, par exemple, dans des communes périphériques qui ont moins l'habitude d'avoir des logements sociaux. Et donc, je pense que nous devons collectivement réfléchir sur le sujet de la mixité résidentielle, parce qu'il y a aussi la mixité scolaire qui est très importante, sur laquelle l'ANRU intervient également par le financement d'équipements publics, j'y reviendrai. Mais sur la mixité résidentielle, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement persévérant sur ce sujet. Et quand on parle mixité sociale, c'est à la fois construire des logements sociaux dans les territoires, les quartiers où il y en a peu, mais c'est aussi permettre le développement, et c'est ce que l'on fait avec notre partenaire Action Logement, le développement de diversification dans les quartiers, du locatif libre, de l'accession sociale, pour permettre là aussi le parcours résidentiel, parce qu'il y a des habitants des quartiers qui ne veulent pas quitter les quartiers, mais qui auraient peut-être l'envie de quitter le logement social pour avoir, par exemple, pour accéder à la propriété. Il faut aussi qu'on puisse offrir ces possibilités-là aux habitants des quartiers. Donc c'est compliqué, la mixité sociale. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'évident, mais je pense que pour notre société, pour le vivre ensemble, c'est important qu'ensemble, on persévère dans cette voie. Vous n'avez pas observé dans les 2 ans, c'est court 2 ans, c'est vrai, à la tête de l'ANRU, une dégradation peut-être de tout ce sentiment dont vous parlez là, de désir de mixité ou pas, et qui mettrait un peu en cause l'esprit, disons, de la loi Borloo? En tous les cas, je vous constate que les acteurs sont mobilisés et les collectivités territoriales sur lesquelles repose beaucoup ce sujet, les intercommunalités, les métropoles, prennent à bras-le-corps ce sujet. Alors, Vous les sentez inquiets ou pas? Je pense que les collectivités peuvent être parfois inquiètes par rapport aux difficultés à trouver les solutions. Comment trouver du foncier ? Comment faire face à l'inflation des coûts de la construction, comment trouver des solutions, voilà, par rapport à ces enjeux-là. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de collectivités avec lesquelles je travaille qui sont extrêmement mobilisées. Après, il y en a d'autres sur lesquelles c'est plus compliqué. Je ne vais pas vous dire que tout est rose dans l'ensemble des intercommunalités sur lesquelles nous travaillons, mais en tous les cas, je crois que nous avons la responsabilité, et en tant que directrice générale de l'ANRU, je le porte de manière régulière dans tous les projets sur lesquels je suis amenée à échanger avec les collectivités ou les bailleurs. Je pense qu'il faut qu'on garde cet objectif, qui est un objectif qui est dans la loi, qui a été voté par la représentation nationale et que je me dois d'appliquer et sur lequel je suis engagée au quotidien. Un mot justement sur les difficultés des bailleurs. Vous avez parlé du financement, les problèmes de foncier, de mobilité aussi des habitants, tout ce que vous avez énuméré. Vous comprenez aussi les soucis des bailleurs qui en parlent beaucoup. C'était encore le cas au récent congrès à Nantes cette année, qui se sentent un peu la diminution à la fois du soutien de l'État, inflation, vous venez de le dire, ils vous le disent à vous aussi bien sûr. Alors effectivement, les bailleurs sont confrontés. Comment les aider à résoudre cette équation? Alors, déjà, l'ANRU, sur le premier programme, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était 12 milliards enfin 11,3 très exactement milliards de subventions, parce que c'était 12 milliards au départ, et puis il y en a une partie qui a été rebasculée sur le deuxième programme, donc vos chiffres étaient bons, mais en réalisation, on était à 11,2 et quelques milliards d'euros. Et sur le deuxième programme, on est à 12 milliards d'euros d'équivalent subvention. Sur ces financements, 70% vont soutenir les enjeux d'habitat. Donc, 70% ne vont pas exactement aux bailleurs en tant que tels, parce qu'une partie va soutenir aussi la diversification de l'habitat, les primes à la reconstruction de l'offre, etc. Enfin, les primes à l'accession, etc. Mais la majeure partie vont aux bailleurs sociaux. Donc déjà, le premier élément de soutien de l'ANRU par rapport aux bailleurs sociaux, c'est l'investissement massif de l'ANRU sur notre priorité, qui est d'améliorer les conditions d'habitat. Après, étant donné que je dialogue en permanence avec des bailleurs, je sais les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qui sont des difficultés liées à une conjonction d'enjeux. L'enjeu, bien sûr, de la production neuve, qui reste un enjeu extrêmement important face à la file d'attente qu'on peut constater dans certains territoires sur l'accès au logement social. L'enjeu majeur de la rénovation thermique
pour faire face aux objectifs de la France en matière de réduction des émissions de carbone à échéance 2030 et à échéance 2050. Donc on est sur des enjeux massifs qui touchent particulièrement les bailleurs sociaux et le nombre de passoires énergétiques reste quand même important dans leur parc. Et l'enjeu du renouvellement urbain, c'est 3 enjeux d'investissement qui se conjuguent bien évidemment avec la nécessité de maintenir et de continuer à avoir une gestion de proximité qui soit forte et qui accompagne une gestion locative qui soit de qualité pour les locataires. Et donc, ce triple enjeu, on en parle très régulièrement avec les bailleurs et on essaie à l'ANRU de trouver des solutions sur ce qui relève de notre politique publique. Alors, par exemple, sur l'accompagnement sur la réhabilitation énergétique des logements, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a des majorations lorsqu'il y a des performances. Par exemple, lorsqu'on a des logements qui sont rénovés avec des hautes performances, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Ça fait partie des éléments sur lesquels on accompagne les bailleurs sociaux. Mais je pourrais vous citer une décision récente du conseil d'administration de l'ANRU sur l'accompagnement des bailleurs sociaux par rapport au relogement. Le relogement est un sujet compliqué, mais lorsque l'on porte des programmes de renouvellement urbain et qu'on démolit des logements ou qu'on restructure de manière lourde des logements, on passe d'abord par une phase de relogement. Et reloger des ménages, ça coûte. Ça coûte aux bailleurs sociaux. C'est compliqué. Et c'est compliqué. Pas facile de leur faire accepter aussi. Il faut mettre beaucoup d'ingénierie, accompagner les ménages pour qu'ils puissent se projeter sur un nouveau logement. Et puis, on demande aux bailleurs de faire un effort pour garantir un reste à charge constant pour le ménage, c'est-à-dire que le relogement ne se traduise pas par une augmentation du loyer pour le ménage, ou en tous les cas que le reste à charge soit constant. Et pour compenser cette exigence, nous avons des aides à l'ANRU qui sont existantes, qui sont déjà assez importantes. Mais dans un dialogue avec les bailleurs que nous avons conduit l'année dernière, beaucoup nous ont dit oui, mais c'est un peu trop compliqué, puis il faudrait qu'on puisse l'utiliser, le compte n'y est pas toujours, etc. Oui. Et on a entendu, et suite à un dialogue nourri, et je remercie notamment l'USH et la ORIF avec lesquels nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, le conseil d'administration de l'ANRU en octobre a adopté une évolution de ce dispositif d'aide à la minoration de loyer. C'est très technique, mais les bailleurs sociaux qui nous écoutent sauront de quoi je parle. Et nous avons adopté cette évolution qui va permettre de faciliter le relogement. Et là aussi, c'est une aide aux bailleurs, une aide financière pour essayer de simplifier et de faciliter le relogement. Donc, à chaque fois que nous le pouvons... Ce qui veut dire en clair pour soulager un peu le poids du financement. Le poids financier, en fait, et pour faciliter ce relogement qui est une étape cruciale et qui, en plus, pour le bailleur, c'est important que cette étape se passe assez rapidement parce que tout le temps où le bâtiment est à moitié vide, ce sont autant de loyers qui ne rentrent pas. Là aussi, je pense que les bailleurs comprendront tout à fait ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire que plus on raccourcit le temps de la vacance, en fait, de l'immeuble et on engage les travaux le plus rapidement possible, mieux c'est pour le bailleur. Et donc, nous avons essayé de fluidifier cet élément-là et surtout d'améliorer l'accompagnement des bailleurs. Et je crois qu'ils en sont assez satisfaits d'après les échanges que nous avons eus. Nous allons sur continuer. Cette question financière, je reste là-dessus pour l'instant. Sur les sujets financiers, nous continuons de toute façon d'être en dialogue constant. Vous savez, l'ANRU a cette particularité aussi, au-delà du partenariat dont on parlait au début. Chaque projet est vraiment différent et chaque projet est adapté à la réalité du terrain. Et nous avons des revues de projets très régulières au cours desquelles nous échangeons avec les bailleurs. Et c'est à cette occasion-là que nous pouvons avoir certains bailleurs qui nous disent voilà, là, j'arrive pas à sortir cette opération, je sais pas comment faire, etc. Et où nous avons effectivement des discussions sur la façon dont on peut trouver des solutions parce que notre objectif, c'est bien d'accompagner, de faire en sorte que les projets sortent et de trouver des solutions à chaque fois qu'on le peut. Bien sûr. Les 20 ans de l'ANRU, donc nous y revenons. Des questions bien sûr sur le bilan, peut-être un bilan plus global et votre bilan particulier. Et puis nous allons aussi prendre le temps de parler de la suite, puisqu'il y a pas mal de projets en cours. Vous avez évoqué le réchauffement climatique, les mesures à prendre sur le plan de l'énergie. C'est évidemment central et j'espère qu'on va avoir le temps d'en parler. Les 20 ans, bilan qualitatif, sans vous demander trop de chiffres. Allez, je vous laisse choisir ceux que vous préférez. Les éléments clés peut-être. Écoutez, les 20 ans de l'ANRU, c'est déjà
un premier programme qui est terminé. Un premier programme, vous l'avez dit, 11,2 milliards de subventions. Un premier programme qui a permis d'intervenir dans 546 quartiers. Donc, c'est quand même un élément extrêmement important. Je reprends les chiffres précis pour ne pas vous dire d'erreur. Et qui a permis de financer, si on parle uniquement logement, 408 500 réhabilitations. Et de construire 220 000 nouveaux logements contre 175 000 logements qui ont été démolis. Tout ça financé bien évidemment par l'ANRU, mais aussi de financer des milliers d'équipements publics qui ont permis d'améliorer la vie des habitants. Ce premier programme, il a été extrêmement important parce qu'il a permis déjà de transformer en profondeur des quartiers qui en avaient besoin. Il a permis aussi qu'on apprenne collectivement ce métier particulier qui était le renouvellement urbain. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, nous avons collectivement appris, les collectivités territoriales, l'État, les bailleurs, les aménageurs, à faire du renouvellement urbain et aussi à faire évoluer nos techniques. Et avec le deuxième programme qui est en cours de mise en œuvre, un deuxième programme de 12 milliards d'euros également, sur 450 quartiers, vous l'avez dit, là on est en pleine phase opérationnelle, plus de la moitié de nos concours financiers sont engagés, ce qui veut dire que nous avons des opérations qui sont engagées sur tous les quartiers qui ont fait l'objet d'une validation en comité d'engagement. Et là, à chaque fois que je me déplace sur les différents sites, parce que je me déplace très souvent pour rencontrer à la fois les collectivités et les bailleurs, je vois des projets en cours de réalisation. Et par exemple, je donnerai un exemple, j'étais à Orléans la semaine dernière. À Orléans, voilà, j'ai vu plusieurs bailleurs, les résidences de l'Orléanais, Valoir Habitat, I3F. C'était des réhabilitations en cours, une démolition qui venait juste de se faire d'une tour symbolique, la T17, au plein cœur du quartier de la Source, des livraisons de programmes en accession sociale avec Valoir Habitat qui se passe dans le quartier de l'Argonne. Bref, voilà, c'est en cours, ça bouge. Et la vie des habitants va être vraiment améliorée par ces projets très concrets. Je sais, Anne-Carmel Mialot, que vous tenez beaucoup, enfin, ne pas séparer justement les logements des établissements publics. Ça va avec, c'est un ensemble. L'ANRU intervient sur un quartier, on est bien d'accord. Tout à fait. Pas que sur des logements. C'est peut-être un point que vous souhaitez encore accentuer ou on peut peut-être en donner quelques exemples. Et puis les bailleurs eux-mêmes, souvent, commencent à s'organiser, à se regrouper et à être plus présents avec les collectivités locales dans cette optique-là d'établissement public. Je sais que vous aimez parler des écoles notamment, mais on peut en citer d'autres. Bien sûr. Alors, c'était déjà le cas sur le premier programme, mais je pense qu'une des évolutions du deuxième programme qui a été voté en 2014, ça a été cette volonté acceptée par tous, par tous les financeurs, de mettre peut-être un peu plus d'argent sur les équipements publics. Ce qui est un élément indispensable à la fois à l'attractivité du quartier et à la vie des habitants dans les quartiers, et qu'on ne peut pas séparer du logement et des aménagements autour dont on pourra reparler, le remettre des espaces verts, créer des jardins, etc. Je vais prendre un seul exemple. Si on veut renforcer l'attractivité d'un quartier, on sait que, et si on veut faire venir des familles dans un quartier, on sait que l'école est essentielle. Des familles ne s'installeront pas dans un quartier si elles ne sont pas assurées d'avoir un équipement scolaire de qualité. Un équipement scolaire de qualité, c'est un bâti qui permet d'étudier dans de bonnes conditions, et c'est bien évidemment un corps éducatif et enseignant de qualité. Ce sur quoi, là, bien sûr, la politique de la ville intervient et le ministère de l'Éducation nationale est particulièrement mobilisé. Encore une fois, nous intervenons pour financer le bâti. Le bâti peut participer à cette attractivité pour des enseignants qui viendront peut-être plus facilement enseigner dans des quartiers où des enfants seront, pour certains, en difficulté, si les conditions d'enseignement sont réunies et les conditions sont de qualité. Et donc nous, à l'ANRU, nous finançons ces écoles et nous finançons ces écoles aussi en tenant compte des projets portés par les collectivités. C'est un point extrêmement important. Lorsqu'une collectivité, on le voit d'ailleurs dans l'évolution des typologies d'établissements publics que l'on nous propose de financer, quand une collectivité a un projet de cité éducative, par exemple, qui intègre et qui travaille notamment sur le lien entre la PMI, par exemple, l'école maternelle, le périscolaire, comment on fait entrer les parents dans l'école, comment on fait en sorte que les écoles soient aussi des lieux pendant le week-end de vie pour les enfants et les parents. On participe par le financement de l'équipement
à donner en fait un cadre, un cocon, on va dire, à ce projet éducatif particulier. L'intérêt, évidemment, tout de suite. Bien sûr, et on voit du coup aussi le quartier se réorganiser autour de cet équipement. Je vais reprendre un exemple d'Orléans. Je pourrais citer plein d'autres quartiers, mais j'étais à Orléans la semaine dernière, donc ça me permet de faire un lien d'actualité. Mais au cœur du quartier de l'Argonne, il y a un équipement qui s'appelle l'Argonaute. L'Argonaute, c'est un équipement sportif qui a été placé là et qui permet à la fois aux habitants du quartier de bénéficier de cet équipement, mais aussi, étant donné qu'il est de très grande qualité, qui attire des équipes et qui du coup attire des équipes du centre-ville d'Orléans qui viennent à l'Argonne pour s'entraîner. Je pourrais vous dire la même chose à Chenauve. À Chenauve, un très bel équipement sportif qui maintenant est convoité par des équipes du centre-ville qui ont envie de venir s'entraîner ici. Donc on voit bien l'importance aussi des équipements publics pour redonner de l'attractivité au quartier et donner envie à des familles de venir y vivre. Oui, on parle bien là de la vocation au départ de l'ANRU, c'est de rendre ces quartiers attractifs. Vous avez cité le mot de attirer les gens. Après, on cite de bons exemples, vous n'en avez pas partout. Après, bien évidemment, il y a des endroits où c'est plus compliqué et où, par exemple, la mixité sociale prend plus de temps à se mettre en place. Il y a des quartiers sur lesquels on échoue, on peut le dire. Ou même... alors, moi, je n'aime pas parler d'échec parce que je pense que échec, ça signifie la fin de l'histoire. Et donc, je considère qu'il n'y a jamais de fin et qu'il faut toujours essayer de trouver une solution. Mais effectivement, il y a des quartiers dans lesquels on n'a pas réussi à redonner suffisamment d'attractivité, où les problèmes d'insécurité restent extrêmement prégnants et où même, malgré les investissements, malgré la rénovation qu'on a pu financer, la dégradation des halls se refait parce qu'il y a un trafic de drogue qui s'installe. L'insécurité reste trop importante. L'école n'arrive pas à attirer suffisamment en mixité. Donc, il y a un phénomène d'éviction. Donc, effectivement, il y a des quartiers sur lesquels il reste des difficultés. Et je ne dis pas que l'ANRU serait une baguette magique qui change tout. Ce n'est pas vrai. On en est bien conscient. Mais on permet quand même d'infléchir un peu la situation. Question encore sur le bilan. Quel effet sur les marchés immobiliers des quartiers réhabilités? Parce que certains l'auraient été déjà depuis longtemps, donc on a suffisamment de recul pour le dire. Et peut-être avec quelques exemples, si vous en avez en tête. Alors justement, on a une étude qui est en cours avec une spécialiste de ces sujets qui va être publiée au début de l'année prochaine, justement pour mesurer l'impact sur le marché de l'immobilier des projets de renouvellement urbain. Une première étude avait été faite il y a quelques années qui avait montré un début d'impact sur les marchés de l'immobilier. On va voir ce que cela donne quand l'étude sera terminée. Donc, je vous dis, c'est au premier trimestre qu'on va pouvoir la publier. Encore une fois, ça dépend des quartiers. Si je prends d'autres types de quartiers, on peut prendre la Duchère, par exemple, à Lyon, un quartier assez emblématique du premier programme où il y avait des très grandes barres, pour ceux qui les connaissent, très très grandes barres qui ont été démolies sur une colline, en plus, donc elles étaient très très visibles, remplacées par un programme de mixité extrêmement intéressant porté par la métropole de Lyon sur le quartier. Et on voit bien qu'à la Duchère, il y a une partie du quartier sur lequel la transformation s'est faite, il y a une attractivité qui est revenue, il y a le tramway qui est arrivé, etc. Et puis, il y a une partie qui a encore du mal à décoller. Donc voilà, donc on voit des quartiers dans lesquels la mutation se fait. Après, on a des quartiers qui, par exemple, vont sortir de la géographie prioritaire parce qu'ils ont retrouvé une attractivité. Par exemple, en petite couronne parisienne, on a des quartiers qui basculent, qui retrouvent une attractivité et où il y a effectivement un marché immobilier. Avant même de parler de l'évolution des prix de l'immobilier, il y a un marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour acheter. C'est déjà pour nous un premier succès. Oui. Encore une fois, ce n'est pas le cas dans tous les quartiers. Ça dépend s'ils sont bien connectés au reste de la ville. Ça dépend aussi de leur configuration urbaine, de plein de facteurs. Mais il faut citer les transports, très important. Essentiel, bien évidemment. Essentiel. Et puis la localisation. Par exemple, si on prend la région parisienne, la première frange de Paris, la petite couronne vraiment proche de Paris, l'effet d'entraînement de Paris se fait sentir. Ça va prendre plus de temps dans des quartiers qui sont plus en périphérie. Voilà pour le bilan, on pourrait dire encore bien d'autres choses. Vous êtes bienvenus pour le faire naturellement. Donc les 20 ans, c'est maintenant. Vous avez parlé du mois de février. Je peux même dire qu'il y aura une journée spéciale le 8 février. Elle est toujours prévue ce jour-là. Tout à fait. Voilà. Et que vous avez déjà publié, ou c'est en cours, je ne sais plus, je suis allée voir sur votre site, des carnets spéciaux sur différents aspects. Vous avez insisté sur 20 quartiers.
le chiffre 20 bien sûr, 20 écoles, mais aussi l'architecture du patrimoine, j'en cite d'autres, qui sont disponibles pour tout le monde, chacun peut s'y référer. Tout à fait. D'accord, ils sont évidemment en ligne et faciles à retrouver. Et puis vous avez déjà un petit peu anticipé ces réunions des 20 ans. Je sais qu'il y a eu au mois de juin, c'était à Grigny, une première réunion pour un peu s'y préparer, où vous aviez invité, outre Catherine Vautrin, également figure de la rénovation urbaine, Jean-Louis Borloo, nous parlions de lui tout à l'heure, ancien ministre d'État et de l'écologie, donc le fondateur de l'ANRU. Je voudrais le citer parce que vous connaissez sans doute ses propos, qui sont également sur votre site. La rénovation urbaine avait commencé bien avant moi, dit-il. Il fallait juste qu'on se mette tous d'accord, car si tout le monde ne le fait pas en même temps, il ne se passe rien. Donc là, c'est l'allusion au partenariat que vous avez mentionné. Tout ça, ce sont d'abord des histoires humaines, et c'est très important, bien sûr. Et il ajoute, ne pas oublier, c'est le plus grand chantier civil de l'histoire de France, c'est 10 fois Haussmann. Et donc, quand on arrive à la tête de l'ANRU, ça doit être un peu... Ce sont des termes un peu impressionnants. Tout à fait. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, effectivement, c'est que 1 euro investi de l'ANRU, ça a un effet multiplicateur par 4 ou 5. Donc, le premier programme, c'est 48 milliards investis dans les quartiers. Le deuxième programme, on sera à peu près dans le même étiage. Donc, effectivement, c'est un investissement massif, financier, humain, pour améliorer la vie des quartiers. C'est vrai qu'on a souhaité marquer ces 20 ans avec, finalement, en commençant à Grigny, avec Jean-Louis Borloo, Catherine Vautrin, Bruno Arcadipane, le maire de Grigny, bien évidemment, Philippe Rio, pour lancer en fait cette année des 20 ans avec un premier échange, une première visite d'un quartier qui a été particulièrement transformé, la Grande Borne. Si vous connaissez la Grande Borne, œuvre d'Émile Alliot, alors particulièrement belle, avec cette volonté d'Émile Alliot de lutter contre l'uniformisation du logement social, mais ce qui du coup avait fait ces serpentins qui sont très beaux vus du ciel, qui parfois étaient un peu plus complexes en termes de gestion urbaine, qui ont été en grande partie préservés, mais en partie démolis pour faire passer un tram, enfin un TCSP, pardon, c'est pas un tram encore, c'est juste un bus en site propre, mais ce qui est déjà beaucoup. Et c'était extrêmement intéressant lors de cette journée parce que on a pu échanger avec des habitants dans le centre social qui a été financé aussi par l'ANRU et échanger aussi avec des habitants sur le chemin de la visite. Et beaucoup disaient, je ne le pensais pas, mais le fait que le bus passe au centre du quartier, qu'on soit connecté au centre-ville et à la station de RER, j'ai retrouvé une dignité. J'ai retrouvé, je me suis dit, voilà, on n'est plus enfermés entre nous. On est connectés au reste du monde. Et c'est un élément extrêmement fort, et ils ont dit beaucoup d'autres choses pendant cet échange, mais c'était vraiment très intéressant d'être là avec Jean-Louis Borloo, avec Philippe Rio, qui est aussi un acteur majeur de la politique à destination des quartiers, avec Catherine Vautrin, qui était engagée, vous le savez, dès la création de l'ANRU sur ces sujets en tant que députée, pour entendre ces habitants nous faire un retour, des personnes nous disant, mais dans mon logement réhabilité, je sens la différence. Je sens la différence en termes de qualité de vie parce que j'ai plus froid l'hiver. L'été, c'est mieux. Les jeunes qui nous expliquaient leurs entraînements de boxe dans cette salle qui va être rénovée, enfin qui va être reconstruite, pardon, dans le cadre du programme qui est actuellement sur la Grande Borne. Et puis pour marquer ces 20 ans, vous l'avez dit, nous avons souhaité publier des carnets du renouvellement urbain qui permettent de présenter les différents projets qui sont réalisés. Donc, on en publie un chaque mois. Donc, là, en novembre, c'était, au-delà de ceux que vous avez déjà cités, en novembre, c'était 20 maires parlent de projets de renouvellement urbain. En décembre, ça sera 20 projets sur les enjeux climatiques. Je pense qu'on y reviendra sur le futur. Et puis, on continuera avec des projets d'habitat en janvier parce que c'est au cœur de nos actions, vous le savez. Et nous terminerons avec ce colloque le 8 février 2024 qui a pour nous l'objet à la fois de se pencher sur ce que nous avons fait ensemble, mais aussi de commencer à réfléchir sur l'avenir parce que nous pensons qu'il est important, quand on a 20 ans, de se poser aussi des questions sur son avenir. Voilà, nous ne sommes pas un jeune adulte, mais nous sommes une agence qui a 20 ans et donc nous avons aussi besoin de réfléchir au futur.
Et les enjeux de l'avenir, évidemment, ce sont d'abord, beaucoup en tout cas, les enjeux énergétiques. Et à l'évidence, la transition énergétique doit être au cœur, j'imagine, des prochains contrats de ville. Ce qui a d'ailleurs été rappelé par la Première ministre Elisabeth Borne. C'était assez récent, là aussi, lors d'un comité interministériel des villes, où elle l'a reconnu. Penser la politique de la ville, c'est évidemment penser la transition écologique, ce qui n'a pas toujours été une priorité. Et ça le devient, on est bien d'accord. Anne-Claire Mialot, pour vous, ça doit prendre la première place là, dans les Alors, c'est les années effectivement à venir. une priorité. Alors, Vous avez parlé de chaud et de froid tout à l'heure Voilà. sur un logement. Pour l'ANRU, c'est pas une nouveauté, étant donné que c'était un des éléments clés en 2003 et en 2014 de participer à la construction de la ville durable. Mais il est certain qu'avec l'accélération du réchauffement climatique, les engagements de la France pour 2030, pour 2050 par rapport à la trajectoire carbone, les enjeux de biodiversité, les enjeux de gestion de ressources, d'économie des ressources et notamment de gestion de l'eau, cette question, elle est fondamentale. Alors, elle est fondamentale dès aujourd'hui pour la mise en œuvre du programme de renouvellement du NPNRU, et c'est le sens de la démarche quartier résilient que nous avons lancée l'année dernière, qui vise à se poser les questions alors que nous sommes en train de mettre en œuvre ce programme pour se dire, est-ce que nous avons bien pensé à tout ce qui est nécessaire par rapport à l'objectif 2030. Nous allons livrer ces quartiers en 2030. Nous avons la responsabilité collective de nous dire qu'il ne faut pas que ces quartiers et ces aménagements que nous livrons soient déjà datés lorsqu'ils seront livrés. D'où un dialogue constant que j'ai avec les bailleurs, par exemple, sur le niveau d'ambition de rénovation thermique, sur l'autoproduction d'énergie, est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires, sur la récupération d'eau, comment on est en capacité de répondre à ces sujets déjà très concrètement maintenant sur la mise en œuvre du NPNRU, c'est l'objet de Quartier Résilient. Et puis pour le futur, bien sûr, le futur du renouvellement urbain devra être bien évidemment un renouvellement urbain résilient qui prend en compte ces enjeux de changement climatique, les enjeux de santé environnementale, les enjeux de ressources, les enjeux de désartificialisation des sols, comment aussi le renouvellement urbain participe au zéro artificialisation nette. On est sur des quartiers qui, pour certains, sont denses, mais pour d'autres ne le sont pas, et qui peuvent aussi offrir des possibilités de reconstruction de la ville sur la ville, sans extension urbaine, ce qui est quand même la marque de fabrique de l'ANRU depuis 20 ans. Ce sera très coûteux. On s'y attend. Alors après, je pense que certains investissements seront bien évidemment coûteux, comme l'a été comme l'ont été certains projets de renouvellement urbain, mais parfois les solutions ne sont pas forcément plus coûteuses. C'est aussi un changement de réflexion un changement d'approche qu'il nous faut avoir. Par exemple, financer une cour désartificialisée n'est pas forcément plus coûteux en investissement qu'une cour bétonnée. Par contre, en entretien, ça peut être un peu plus coûteux. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons aussi réfléchir collectivement, mais je pense que nous n'avons pas le choix. Nous devons prendre en compte cette réalité qui est le changement climatique, et il est de notre responsabilité de l'anticiper et de faire en sorte que les programmes que nous conduisons aujourd'hui et que nous pourrions conduire demain prennent en compte ce sujet. Et nous devons adapter nos aides par rapport à ces grands enjeux, parce que l'ensemble des acteurs ont besoin d'aller dans le même sens. Déjà plusieurs quartiers résilients qui ont été sélectionnés. Vous avez dit combien il y en aura-t-il à l'arrivée ? Alors, en fait, il y a 50 quartiers qui sont plus particulièrement accompagnés avec l'ensemble de nos partenaires que je souhaite saluer, la Caisse des dépôts, le France 2030 avec le SGPI, les agences de l'eau, l'ADEME qui nous accompagne, France Ville et Territoire Durable, pardon. Je vais y arriver. Le CEREMA. 50 territoires donc d'accompagnement renforcé. Ce sont des territoires soit qui ont un besoin d'accompagnement un peu plus fort parce qu'ils ont des problématiques très criantes, ou des territoires qui sont très en avance et qu'il faut aider sur l'innovation. Mais plus globalement, l'idée, c'est que dans chaque revue de projet, portée sur les quartiers, sur les 450 quartiers, nous posions collectivement des questions. Et donc, nous avons une grille de questions, assez simple pour certaines, mais qui sont importantes pour qu'on se redise ensemble, est-ce qu'on s'est bien posé toutes les questions ? Est-ce qu'on anticipe suffisamment ? Et est-ce qu'on anticipe Oui. suffisamment ? Voilà. C'est vraiment ça ma conviction, c'est-à-dire qu'on ne se retourne pas en 2030 en se disant « mais pourtant, en 2022, ils savaient, on avait déjà vécu des canicules extrêmes, des événements, et on avait déjà des pénuries d'eau. On a eu les pénuries d'électricité et d'énergie avec la guerre en Ukraine. Alors, ce n'était pas des pénuries liées à l'absence de ressources, c'était des pénuries liées à une guerre, mais
Et ils n'ont rien fait. Et donc ça, je pense qu'on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se dire qu'on ne sait pas. Donc nous devons agir et c'est bien l'objectif de Quartier Résilient. Et c'est bien l'enjeu à venir que vous allez privilégier. Je le rappelle juste, Elisabeth Borne, dont je parlais tout à l'heure, s'est déjà engagée à flécher, je crois, près de 15% du budget du Fonds vert dans les quartiers populaires. Et vous-même, donc vous serez des subventions d'ingénierie, du personnel, de l'investissement pour aider à toutes ces transformations, c'est ça? Tout à fait. Alors donc, au-delà des financements de l'ANRU, alors par exemple, je vais donner un exemple sur le financement des réhabilitations de logements sociaux. 70% de nos financements vont à des réhabilitations qui sont au label BBC Rénovation. Donc on est déjà, vous voyez, avec des majorations qui sont adaptées. Et sur Quartier Résilient, on a une enveloppe à l'ANRU de 100 millions d'euros qui est complétée par des enveloppes de nos partenaires. Une toute dernière question, mais c'est aussi un sujet très important, on l'a un tout petit peu évoqué au cours de notre échange là. Anne-Claire Mialot, c'est la concertation avec les habitants. Et là, je crois qu'il y a un petit constat, si on refait le bilan de ces années, de ces 20 ans d'ANRU. Est-ce qu'on a assez concerté, est-ce qu'on a assez questionné les habitants, est-ce qu'on les a assez écoutés? Même sur le plan psychologique, je voudrais vous parler, on parle beaucoup de destruction, on a détruit, c'est vrai, des bars trop visibles, dégradés, mais c'était parfois un choc assez important pour les habitants, comme vous le savez évidemment. C'est parfois même une grande détresse. Et puis par ailleurs, les quartiers dégradés dont vous parlez, l'habitat indigne, les constructions auxquelles vous vous préparez. Donc beaucoup de constats ont été faits quand même sur une trop faible participation des habitants. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Que comptez-vous faire pour corriger cela ? Alors, ce sujet, il est majeur, vous l'avez dit, et on ne peut pas imaginer un projet de renouvellement urbain sans une association étroite des habitants, parce que ce sont pour elles et eux que l'on fait ces projets, et ce sont elles et eux qui vivront dans les quartiers que nous aurons transformés. Le premier programme prévoyait cette obligation de participation, cette nécessité de participation. Le deuxième programme, le NPNRU, parle de co-construction. Et donc, dans notre règlement général d'intervention, nous demandons aux porteurs de projets de prévoir cette co-construction avec les habitants. Et nous avons même, avec d'ailleurs l'USH, créé une école du renouvellement urbain qui forme à la fois les services des collectivités territoriales, les services de l'État, mais aussi les habitants. Et on a beaucoup de conseillers citoyens qui viennent se former. Et je crois qu'il y a assez peu de politiques publiques qui, considérant que la co-construction avec les habitants est essentielle par rapport au projet, financent des formations pour que les habitants aient réellement cette possibilité d'action et cette possibilité de co-construire. Parce que la politique de renouvellement urbain, c'est une politique compliquée. Transformer la ville, faire de l'aménagement urbain, c'est compliqué. Et donc, ça nous paraissait essentiel, et c'est pour ça qu'avec l'USH et maintenant la NCT, nous avons créé cette école pour que les habitants puissent être formés par rapport à cette importance de la co-construction. Alors après, la réalité, effectivement, il y a des territoires sur lesquels les habitants sont associés et co-construisent les projets. Et j'ai des superbes exemples à vous donner. Et il y a des territoires où ce n'est pas le cas. Souvent, ce sont les habitants eux-mêmes qui sont difficiles à faire venir. Parfois, ce sont les habitants qui sont difficiles à faire venir. Ça dépend beaucoup de l'élu qui, démocratiquement, porte cette co-construction, parce que les projets sont portés par les collectivités, qui sont dirigées par des élus démocratiquement. Et donc, ce sont les élus qui, sur le terrain, font cette concertation, cette co-construction, selon le degré qu'ils souhaitent sur le terrain. Nous incitons, nous accompagnons, nous essayons nous finançons l'ingénierie nécessaire à la concertation. Donc, voilà, on a quand même des dispositifs assez accompagnants, mais si l'élu ne souhaite pas le faire, nous n'avons pas de moyens pour l'imposer à l'élu, même si c'est dans notre règlement général d'intervention, etc. Mais, étant donné que cette question nous interroge, nous avons décidé d'aller plus loin, et on en a parlé notamment avec un acteur qui est notre conseil d'administration, la CNL, mais plus globalement, nous souhaitons travailler sur la façon dont on pourrait mieux outiller les collectivités par rapport à cette co-construction, et donc faire un cahier d'acteurs pour essayer de partager des méthodes. Et nous avons décidé à l'ANRU de recruter un contrat CIFRE, donc un jeune homme qui vient faire sa thèse en alternance. Vous connaissez ces projets de contrat CIFRE, qui va justement travailler sur cette question que vous avez posée, donc je me permets de le dire, de comment les professionnels du renouvellement urbain font face à cette question de la co-construction. Parce que ce n'est pas simple. Quand vous êtes ingénieur, que vous pensez avoir raison par rapport à votre expertise,
vous dire que l'expertise d'usage de l'habitant est aussi importante que la vôtre, c'est compliqué. Et donc, ce doctorant va travailler sur ce sujet de comment on arrive à réconcilier comment on arrive et comment les acteurs du renouvellement urbain prennent en compte cette question de la parole des habitants. Et j'ai vraiment l'ambition que ce travail de recherche nous aide à l'ANRU à mieux outiller les acteurs pour favoriser cette co-construction. Outre l'impact psychologique dont je parlais tout à l'heure, qui est réel, je crois que vous l'avez tous constaté, il y a aussi, pour revenir sur les enjeux écologiques, une destruction d'immeubles, c'est pas terrible sur le plan écologique. C'est beaucoup de déchets, c'est beaucoup de dégradation. Donc, est-ce que là aussi, ça va un peu infléchir votre action ou pas ? Alors, déjà, peut-être si on reprend les grands... Éviter la démolition. Si on reprend les grands chiffres, sur le deuxième programme, on finance la réhabilitation de 150 000 logements et on finance la démolition de 100 000 logements. Donc, on réhabilite plus que l'on démolit. Souvent, on a l'impression, parce qu'on parle plus des démolitions, bien sûr. Mais l'ANRU finance plus de réhabilitation que de démolition. Après, il y a un débat sur le volume des démolitions ou sur la pertinence des démolitions au regard des enjeux écologiques, au regard des sujets sociaux que vous évoquez. Je pense qu'il faut prendre ce débat dans sa globalité, c'est-à-dire regarder à la fois l'objectif de mixité sociale dont on parlait au début, qui me permet de boucler la boucle par rapport à ce qu'on se disait au départ, qui parfois, et la diversification passe aussi parfois par la démolition. Les questions aussi par rapport au bâtiment, de savoir si le bâtiment est réhabilitable ou pas. Certains bâtiments, et là si on parle à des professionnels du logement social, ils vont savoir que certains bâtiments ne sont pas réhabilitables ou à des coûts exorbitants et avec une habitabilité derrière qui n'est pas garantie. On parle des copropriétés dégradées, d'habitat indigne, mais même mais copropriétés dégradées, mais même sur des logements sociaux avec des gestes architecturaux particulièrement forts, certains sur lesquels on peut bien évidemment pas démolir, et on a d'autres bâtiments où juste la structure n'est pas suffisamment solide pour permettre une réhabilitation très, très, très de qualité. Donc il y a toute une série d'éléments qui doivent être pris en compte par rapport à cette question, et ça fait partie sûrement des débats qui sont devant nous par rapport au futur du renouvellement urbain. Mais encore une fois, je pense que sur le sujet proprement du bilan carbone, certes, si on regarde juste au niveau de l'investissement entre la démolition et la reconstruction et la réhabilitation, bien évidemment, le coût carbone de la démolition de reconstruction est plus important que la réhabilitation. Mais si on regarde dans le temps, par rapport à la gestion du bâtiment, le fait qu'il repart pour une durée de vie beaucoup plus longue quand on fait de la construction neuve que de la réhabilitation, le bilan carbone peut s'équilibrer. Mais encore une fois, je pense que sur ces sujets qui sont des sujets structurants, il ne faut pas regarder qu'un seul item. Uniquement le bilan carbone, uniquement la mixité, uniquement, etc. Il faut regarder un ensemble et à chaque fois, sur chaque territoire, en fonction de la situation, en fonction de la nature des bâtiments, en fonction du projet qui est porté, prendre des décisions qui sont judicieuses pour le projet local tel qu'on le considère et pas avoir des grands principes généraux au niveau national. Je pense que c'est plus efficace que l'on regarde chaque projet dans les quartiers qui sont concernés. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Anne-Claire Mialot. Il nous reste à vous souhaiter un bon anniversaire pour ces 20 ans. Merci beaucoup. Et d'un mot, que souhaiteriez-vous en premier pour les années qui viennent, les mois à venir? Écoutez, je souhaite, premier souhait. Je souhaite vraiment la réussite et la bonne mise en œuvre de tous nos projets parce que notre motivation à l'ensemble des salariés de l'ANRU et à l'ensemble des parties prenantes, c'est d'arriver à améliorer la vie des habitants des quartiers. C'est pour cela que l'ensemble des équipes de l'ANRU sont mobilisées tous les jours et je peux vous le dire qu'ils le sont. Et pour nos 20 ans, nous aurons à cœur de pouvoir montrer ce que nous avons contribué à faire et puis bien sûr continuer à réfléchir, à se questionner pour toujours faire mieux pour l'avenir, pour les habitants des quartiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Mialot, merci.